Salut les amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour de nouvelles échappées belles qui cette semaine sont gourmandes et généreuses car oui, j'avais envie de faire avec vous un voyage gourmand, alors j'ai choisi une terre de gastronomie, le Pays Basque espagnol. Alors qu'ils soient passionnés de gastronomie, amateurs de bons produits, chefs ou encore pêcheurs, ils vont être nombreux à nous accompagner pour ce voyage qui va réveiller nos papilles. Alors, bienvenue en Euskadi, Ongi et Torri au Pays Basque. Et pour commencer, la plage de Saint-Sébastien. J'adore cette ville. Le Pays Basque espagnol, c'est une délicieuse invitation au voyage. Elena, Hélène. C'est vrai qu'arriver à Saint-Sébastien, pour moi, c'était très intimidant quand même. C'est très frais, c'est très bon. Des plats les plus traditionnels C'est gentil de m'avoir attendu pour la pêche. jusqu'aux tables les plus chics. En toute modestie, je peux vous dire que le Transcantabrique est sans doute encore mieux que l'Orient Express. Sans oublier la carte des vins. Cette bodega est un lieu très spécial pour travailler. Rien que la position du site vous en met plein les yeux. Ce sont vraiment des vins charpentés, des vins de caractère. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La gastronomie basque est la base de notre émission. Et nous avons aussi des nouvelles recettes avec des ingrédients qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud. Oson. Il a mérité son premier prix, hein. Tiburce, félicitations. Et pour toutes les générations de gourmets. Faire partir d'un nouveau mouvement culinaire, ça va être super. Le futur de la cuisine basque. Une échappée belle et délicieuse. Oui, chef. À la ordre. Vraiment, c'est excellent. Ça se voit, non? Comment ça va? Ça va bien. Ah bah écoute, ça va très très bien. On a un temps magnifique aujourd'hui sur Saint-Sébastien. Spectaculaire. Alors il faut que tu m'apprennes quelques mots en basque. Quand je suis arrivée, je t'ai dit Kaisho, c'est salut. Hein? Quel autre mot en basque il faut que je connaisse? Egunon, bonjour. Egunon. Eskerrik asko. Eskerrik asko, merci. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ouais, Ok. eskerrik asko. Très Ouais. bien. Alors qu'on dise Saint-Sébastien ou Donostia, son nom en basque, ici on est vraiment au cœur du Pays Basque. Et quand on est basque, on a un sentiment d'appartenance très fort. Nosotros cuando vamos fuera, Oui, nous sommes fiers d'être basques. del País Vasco. Y lo País Vasco, ¿dónde? Le Pays Bueno, Basque, pues, el c'est sur le de sud de la Francia, France et le norte nord de l'Espagne. l'Espagne. C'est un petit pays. Y la gente es una Et les Basques gente sont muy des gens abierta, très accueillants, qui que t'ouvrent te facilement leurs abren portes, que le qui gusta aiment faire la mucho fête ambiente et bien manger. y el buen comer. Ici, on Y se mange come très bien. muy bien. Et je suis très heureuse d'être avec toi parce que toi, tu es un fin gastronome. Hein. Bueno, Oui, yo depuis desde tout petit, pequeño, quand j'avais ya 8 cuando ans, tenía 8 años, à l'école, en el j'allais en colegio, cuisine iba pour a la aider à cocina, cuisiner. ayudar a Je la savais cocina, que je a voulais être cocinar. cuisinier. Yo sabía que quería ser cocinero. Et à 16 ans, j'ai commencé à étudier la cuisine. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants et aujourd'hui, j'ai une émission de cuisine pour la télévision basque. J'aimerais t'emmener faire des courses pour te préparer un plat de la région. Donc on va commencer par le marché? Ouh là là, ça commence bien ce voyage. C'est le marché de San Martín. Il est tout neuf, juste rénové. C'est plein de couleurs, de variétés et plein d'odeurs. Alors les légumes sont très beaux, ils viennent tous d'Espagne là? Du Pays Basque. Du Pays Basque, tout vient du Pays Basque. Ah oui d'accord. Muy bueno. Kaisho, bonjour madame, voilà. Egunon. Bonjour, je vais avoir besoin de légumes. Donc des oignons, des piments. Eta gero berri- Après, je vais avoir besoin d'une paire de tomates. Très bien. Ça fera 5 € pile. Segi, Ai, eskerrik asko.
cherche. Ah! C'est toi? Ouais, c'est moi. Je pensais que t'étais allé voir un magazine de cuisine, mais pas du tout, c'est un magazine de running. Ah, mais je comprends pourquoi t'as cette silhouette. Pour éliminer, tu fais ça? Oui. Oui, c'est de l'Ultra Trail, plus de 60 km. Et en 2010, j'ai fini 3e à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous êtes un très bon cuisinier. Je le vois tous les jours à la télé. J'adore vos émissions. Merci. Ah, bah, c'est bien. Continuez comme ça. Bah, t'es célèbre en plus ici, hein? Si. Oui, un peu. Ah là. Belle bête. On a du thon de compétition, hein? Ça, c'est du thon rouge. Et ça, c'est de la bonite, ce qu'on va cuisiner dans le marmitaco. C'est un plat typique des marins. Tu en veux combien à peu près? Pour 6 personnes. 2 kilos. Parfait. Sophie, nous voilà à la Casa Tiburcio. Un classique à San-Sébastien pour manger des pinchos. C'est très appétissant, hein, tout ça. Le truc, c'est d'avoir une main pour les pinchos et l'autre pour ton verre de vin. C'est sympa comme concept. Moi, j'ai envie de goûter le poulpe. Allez, parfait. Salut Tiburce. Bonjour, chef. Bonjour. C'est magnifique, hein, tous ces pinchos, hein. Vraiment. Vous nous conseillez de goûter lequel, alors, hein? Oui, le pincho la bonite. Il a été champion. Ah oui, là, qu'on voit sur l'affiche. C'est possible, ça? Oui, je peux te le préparer. Ça se prépare à la commande. Avec plaisir. Ah oui, avec plaisir, chef. Je veux bien goûter celui-là. Allez, je te prépare ça. Et voilà, c'est tout chaud. Les 2 pinchos à la bonite. La cuisson est excellente. Ah, il a mérité son premier prix, hein. Tiburce. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, Sophie, on va monter en haut du mont Urgul Ok, Para maintenant, eliminar un poco. pour éliminer tous ces pinchos qu'on a mangés. Comido. on va éliminer tout ça. Sí. Et voilà, la récompense. Oui. Une vue imprenable sur la ville. Ah, la vue est incroyable. Et toutes ces montagnes-là, tu les as sillonnées en courant, toi? Toutes. Je les ai toutes explorées. Todo explorado. Quel est ton programme dans les jours à venir? Et il faut que je te laisse. Je dois préparer mon émission de cuisine. Et si tu veux, tu pourras me rejoindre sur le tournage. Bah écoute, super. Moi, je continue ma petite balade dans San-Sébastien et je te retrouverai là-bas un peu plus tard. Hein? Vale. Ok? D'accord. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, San Sebastián attire des touristes venus du monde entier. Et le meilleur moyen de découvrir l'atmosphère de la ville, c'est de quitter le bord de mer pour s'enfoncer dans ses ruelles, sortir des sentiers battus pour vivre une expérience culinaire 100% locale. Quand il y a beaucoup de touristes, les locaux ont tendance à fuir la vieille ville. C'est pourquoi je vais vous emmener dans un autre quartier pour découvrir les meilleurs coins de San Sebastián. Depuis 5 ans, ce jeune Basque organise une virée gastronomique avec une sélection très personnelle parmi les milliers de troquets où l'on déguste, comme vient de le faire Sophie, la spécialité locale, le pincho. On va dans un bar, on commande un verre et on prend un pincho. Ensuite, on ira dans un autre bar pour tester d'autres pinchos. Pour les déguster, la commande doit se faire au bar. Ces mets miniatures se dégustent sur le pouce à n'importe quel moment de la journée. Spécialité basque, ils trouvent néanmoins leurs racines dans le mot pinchar, piqué en espagnol. Il y a de la morue ou sinon de l'oreille de porc. Ok pour les oreilles de porc.
Ici, c'est des raviolis de queue de bœuf. C'est génial d'être avec quelqu'un qui a une bonne connaissance du lieu et qui nous guide loin des attrapes touristes. On n'a pas ce genre de choses chez nous en Angleterre. Allez, on va tester un autre bar maintenant. Tradition oblige, Inigo amène ses invités dans un lieu un peu plus intime. J'avais l'habitude de venir ici avec mon grand-père. C'est vraiment un lieu traditionnel. Une fois que tu y es, tu ressens vraiment le côté typique. La folie des Pinchos a débuté il y a plus de 80 ans. Un premier bar a commencé à servir ce petit encas, rapidement copié par la concurrence. Le pincho est devenu incontournable. Ici, la spécialité de la maison, c'est le jambon de pays. Affiné pendant des mois, il fait la fierté de Luis, le tenancier. C'est lui le patron. J'ai des pinchos de toutes sortes. Au jambon, au poisson, aux légumes, j'ai tout ce que tu veux. Les croquetas de fromage de Luis font aussi fureur. D'origine populaire, aujourd'hui le prix moyen du pincho varie entre 2 et 4 euros. La gourmandise est devenue un vrai business. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour la gastronomie, pour les étoiles Michelin et pour les pinchos. Ils ont entendu dire qu'ici on mangeait bien, et ils ont bien raison. Ancrée dans la vie culturelle de la région, l'histoire de la gastronomie se cache aussi dans des lieux inaccessibles aux touristes. Alors c'est ici qu'on vient manger le dessert? Non, non, ce n'est pas un restaurant ici. C'est un club privé réservé aux hommes. Il faut être invité par quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc nous, on peut pas y aller. Ces clubs typiques de la région sont aussi appelés chocos. Le plus ancien date de 1900. On dénombre plus de 1000 établissements de ce type au Pays Basque, dont une centaine à San Sebastián. Membre depuis 17 ans, Julián ne manque jamais une occasion de venir dans son club. Bon, on arrive dans mon club. On a déjà les courses et maintenant on va cuisiner. Allez, c'est parti. Créé en 1934, ce club est l'un des plus réputés de la ville. Au fil du temps, il est devenu un véritable pilier social qui accueille tour à tour plus de 250 membres. Chaque membre paie une cotisation annuelle de 200 €. Et ça nous donne le droit d'entrer, de cuisiner et d'être avec ses amis. Aujourd'hui, Julián cuisine pour une tablée de 20 personnes. Au menu, de la morue cuite à basse température et sa purée de petits pois. À 15 h, c'est le moment des retrouvailles. Exclusivement masculins, les clubs ouvrent aujourd'hui de plus en plus leurs portes à la gente féminine. À condition bien sûr qu'elles restent loin des fourneaux. Ce qui n'est pas pour déplaire à ces dames. C'est bon, on peut servir les femmes d'abord. Pour nous, c'est un bon repos. D'habitude, ce sont les femmes qui cuisinent à la maison. Alors ici, on en profite bien. Au cœur de ce mélange de générations, de mixité sociale et de convivialité, Julián est aux anges. Une tablée d'amis, un bon plat, il n'y a pas mieux. Vivre de simples moments de partage reste depuis un siècle le socle immuable de ces confréries gastronomiques. Hola, bonjour. Pardon de vous déranger. C'est l'effervescence là aujourd'hui sur le port. Allez-y, allez-y, pardon. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? C'est la course des concha. La course des concha, ok. De la baie de Concha, c'est... C'est ça. C'est quoi comme type de course exactement? Oula. Et on fait de la rame, et c'est du rame de mer. Ouais.
et c'est la fête principale aujourd'hui. Alors c'est une course historique ici à Saint-Sébastien? Oui, ça fait plus de 100 ans que les garçons y participent. Et c'est la 10e édition pour nous, les filles. Et alors tu es confiante pour aujourd'hui? Oui, on arrive en force et on a envie de gagner. Comment s'appelle ton équipe? Ibaïka. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Bonne chance. Eh ben, bonne chance. Bonne chance. À plus tard. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Vous soutenez l'équipe d'Amaya? Oui, on est Ibaïka. Les filles, elles ont leur chance. À votre avis, ça va bien se passer pour elles? Eh bien, on est là pour voir. Si tu gagnes la course de la Concha, tu as réussi ta saison. Allez, allez. Ça va commencer là, hein, il est 11h. Attention, c'est parti. Ça marche bien là, hein? Elles sont premières. Je suis très émue. On a tellement travaillé. C'est le comité d'accueil. C'était une course absolument magnifique. Il y a une vraie ferveur populaire, hein, c'est bien. Oui, tout le monde vient. Chacun pour supporter ses couleurs. Mais au final, c'est une grande fête pour tout le monde. Et à Saint-Sébastien, le cadre est absolument sublime. Hein. C'est sûr. Et pour nous, c'est le meilleur. Ah, bah écoute, encore félicitations, bravo, bravo. Salut. ¿Qué tal? Ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Todo bien. Bien. Aujourd'hui, on profite de la fête du cidre, ici à Saint-Sébastien. On est sur la place de la Constitution, c'est un endroit assez emblématique. Et la fête de la Sagarda Eguna est une des meilleures occasions pour apprécier notre cidre. Et on va le goûter. Donc je lève la bouteille comme ça. Ah, il y a une technique très particulière, oui, en effet. Pourquoi tu fais ça? Regarde, on fait ça tout simplement pour casser les particules du cidre. Et ça fait exploser doucement les arômes. Et comme ça, on peut mieux apprécier l'odeur. Ah oui,
c'est très frais. Un tout petit peu acide, mais pas trop. Ouais. Un peu acide et très doux. La particularité du cidre basque, c'est que c'est un produit naturel. On n'y ajoute rien. On récolte les pommes, on les presse et on les met en fût. Mais dis-moi, tu es un tout jeune producteur. Tu viens de commencer ton activité? Je suis la 15e génération. Ma famille s'est lancée dans la production de cidre en 1563. C'est vrai que c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi un honneur et une fierté. La coutume, quand on te sert le cidre, tu le prends, tu le sens et tu le bois cul sec, car c'est un produit naturel qui s'oxyde très vite. Ah oui, boire cul sec, ouais, peut-être pas. Ah oui, t'as une bonne descente, toi. Sophie, il faut que j'aille me changer, parce que dans 30 minutes, je vais aller danser, là-bas, sur la scène. Non, tu danses? Oui, c'est une danse basque en l'honneur des producteurs de cidre. Ah bah je reste pour te voir. Alors je t'attends ici, va te changer. Ah ouais, tu portes très très bien le béret. Hein. Le béret basque, le costume typique. Superbe. Et cette place de la Constitution, c'est une des places les plus importantes là, de la vieille ville de San Sébastien. Oui, tu sais, sur cette place, on faisait les corridas jusqu'en 1945. C'est quoi tous ces numéros là qu'on voit inscrits au-dessus des fenêtres? Ces numéros étaient attribués au balcon, d'où l'on pouvait admirer les corridas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de taureaux, mais il y a des beaux basques et du cidre. Voici un menu idéal. Une bouchée de montagne, un morceau de côte atlantique et en dessert, une bonne pâtisserie architecturale. C'est cette carte alléchante que propose le train Transcantabrique, la version espagnole de l'Orient Express. Ce train de luxe parcourt en 8 jours la côte nord de l'Espagne, du Pays Basque jusqu'à la Galice. Et voici les 25 heureux élus qui feront le voyage. Bonjour et bienvenue à tous. Je vais présenter l'équipage du train pour ce beau voyage. Voici les hôtesses à bord. Bonjour, bienvenue. Et nos maîtres d'hôtel, Vicente. Au total, 8 personnes, dont 2 qui vont se charger de nos passagers aux petits oignons. Et nos chefs, Victoria et Juan. Bonjour. Avec ses wagons qui datent de 1923, le Transcantabrique prend des allures de palace roulant. Ici, nous sommes dans le wagon boudoir du Transcantabrique. La nuit, les clients peuvent écouter des concerts, danser ou prendre un verre tranquillement. En toute modestie, je peux vous dire que le Transcantabrique est sans doute encore mieux que l'Orient Express. Vicente, le maître d'hôtel, fait découvrir leur suite aux passagers. Le principal problème ici, c'est où ranger vos affaires. Certains viennent du bout du monde, comme Amy et Mitchell, un couple australien.
Là, vous pouvez ranger des choses sous ce fauteuil. Dans cet espace d'à peine 15 mètres carrés, il y a tout le confort et même un son façon home cinéma. Choisissez votre programme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top. Une de nos amies qui a pris ce train l'an dernier nous a dit que ce voyage l'avait mené tout droit au paradis. Alors on s'est dit qu'on devrait le faire aussi. À bord, déjà, une ambiance feutrée à la croisière s'amuse. Bonjour à tous, j'aimerais vous remercier de partager avec nous cette merveilleuse expérience du voyage à bord du Transcantabrique. Bienvenidos, tengamos todos un muy buen viaje. Salud, willkommen, Prost. Je crois que le plus magique avec ce train, c'est de revivre la façon dont on voyageait au début du XXe siècle. Et à la fois, c'est comme un hôtel 5 étoiles sur des rails et qui convient au standing attendu par la clientèle d'aujourd'hui. Première nuit à bord, bercé par le roulis du train. Et au matin, le défilé grandiose des paysages basques. C'est toujours intéressant de pouvoir voir des choses qu'on ne verrait pas de la route. Nous voyons l'envers du décor, comment les gens vivent. Nous sommes des gens de la terre. Nous aimons voir les vaches, les moutons dans les champs. Pour nous, c'est une autre façon de découvrir. Première escale à Bilbao, la capitale du Pays Basque. La ville compte 345 000 habitants. On la surnomme la fille de la mer et de l'acier, car longtemps, l'économie de la ville a reposé sur cette rivière que nous voyons derrière vous et sur les mines. Et le clou du spectacle, le musée Guggenheim. Le nord, je commence à apprécier. Je découvre Bilbao, ça me plaît beaucoup. Moi, je viens du sud. Ici, c'est très différent. C'est très vert, il pleut plus souvent. Toute l'Espagne vaut vraiment le détour. Pendant ce temps-là, dans le train, le chef Juan est en plein rush. Je prépare une recette de tartare de thon. Un tartare de thon avec un guacamole. Après, nous aurons une morue du jour avec un riz pil-pil. Ce sont des produits frais, typiques de chaque étape, des produits qui viennent des marchés locaux. Le Transcantabrique est d'abord et avant tout un train gastronomique. Celui-là, c'est du vin blanc de Cantabrie, une région au nord de l'Espagne. Et le rouge, il est de la Rioja. C'est l'atout majeur du train. La gastronomie dans le nord de l'Espagne, c'est ancré dans la culture. Tout le monde sait que la cuisine ici est de haute volée, que nous avons parmi les meilleurs cuisiniers au monde. C'est donc tout naturel que ce train soit aussi un voyage gastronomique. Mais pour servir à bord, mieux vaut avoir le pied ferroviaire. Le pire, c'est le mouvement. Il faut savoir garder son équilibre. C'est le seul souci pour mon service. Surtout quand il s'agit de servir de la soupe. Effectivement, ça devient compliqué. Voilà le velouté de légumes. À table, c'est un régal. Vraiment, c'est excellent. Ça se voit, non? Eduardo et sa femme Maria se sont offerts ce voyage pour leurs 50 ans de mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Ce voyage, c'est une première pour moi. Et ce sera le dernier. Mais c'est pas parce qu'on t'a maltraité. Non, à cause du prix. Combien ça coûte? Tu vas tomber par terre. Si je te le dis, tu vas t'évanouir. Pour avoir la chance de faire ce voyage gastronomique, comptez entre 1500 et 2000 euros par personne. Vous avez plein de matériel aujourd'hui. Comment ça va? Quoi de neuf?
Quand les ingrédients seront en train de bouillir, on passera au gros plan. Kaisho, Zigor. Voilà, ça va? Ah là, tu es dans ton élément, tu es tout beau, tout maquillé, je t'embrasse de loin. Voici notre petit studio où je travaille tous les jours. Et cette chaîne alors, pour laquelle tu travailles, c'est une chaîne où on parle essentiellement en langue basque? Uniquement en basque. Tout en basque, tout. Il y a du sport, des dessins animés, une émission de cuisine. La meilleure émission de cuisine. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai rencontré un jeune homme très sympa. Voilà son CID, c'est un cadeau. Il est très bon, merci. Bon, bah écoute, j'ai hâte de te voir. Je peux rester un peu derrière les caméras pour te regarder? Alors, à tout à l'heure. Donc voici les ingrédients de notre première recette. En plus, après les vacances, on a envie de faire un peu de détox. Allez, au travail. Le riz complet a besoin de bouillir pendant 20 minutes. Je vais jeter un peu de sel. Attendez. J'ai oublié du riz dans la pièce du fond. Ça va, tout se passe comme tu veux? C'est toi le réalisateur là sur l'émission? Oui, ça fait 2 ans que je travaille sur ce programme avec Zigor et l'émission est depuis 4 ans à l'antenne. La gastronomie basque est la base de notre émission et nous avons aussi des nouvelles recettes avec des ingrédients qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud. Et donc on combine les anciennes recettes avec de nouveaux ingrédients. Il nous entend pas là, il est en cuisine. Parle-moi de Zigor un peu en 2 mots. C'est la personne idéale pour présenter cette émission? Zigor a une personnalité très spéciale. Il est très actif. Il sourit beaucoup à la caméra. Et les téléspectateurs l'apprécient énormément. Bon, allez, je vous laisse tourner parce que je sais que c'est important. Merci. On met ça là et on va commencer à dresser le plat. J'ai besoin d'un peu de gingembre. Et c'est joli et pratique pour emmener au travail. Coupé. Ton émission est finie, on peut prendre la route. C'est parti. Tiens, écoute ça. Tu as le temps de te ressourcer alors un peu chez toi entre tes activités sportives et culinaires? Pas beaucoup, pas beaucoup. Je vis à 100%. Je lève un peu le pied en été. Mais je n'arrête pas entre les tournages, les courses et ma famille. Est-ce que tu as une grande famille qui te demande souvent de cuisiner pour elle? Oui, une grande famille. Et qui mange beaucoup. D'accord. Et tu vois là-bas, ce sont mes montagnes. C'est là-bas que je m'entraîne. Le plus haut, c'est le mont Anboto, à 1335 mètres d'altitude. Et nous voilà arrivés. C'est ta fille? Oui. Comment ça va? Kaisha. Bonjour. Kaisha. Areitz. Moi, c'est Sophie. C'est moi. Ça va? Oui. Non, 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 non. Oh, il a une bonne bouille. Un bon toutou. Allez, ok. Tu vas nous aider à cuisiner? Ouais. Le tablier de mon émission. Ouais, je reconnais le tablier de ton émission. Alex, à ton tour. T'as vraiment un super petit commis là avec ta fille, hein? Ce n'est pas un commis, c'est une très bonne cuisinière. Un chef, une chef. Alors, chef Alex, qu'est-ce que nous allons cuisiner? Une marmitaco. Marmitaco, très bien. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Les patates. Éplucher les patates? Ok, le plus dur. Hein, franchement? Allez, t'as raison. Je m'en occupe. Alex, tu aimes ces oignons? Petit. Oui, petit. Et l'astuce, c'est que tu dois enlever la première couche. Ah ouais. Et couper comme ça. Il faut plus bouger la lame. Très bien.
Et voilà Sophie, quand les enfants participent aux tâches ménagères, en les mettant à la cuisine, ils apprennent à manger. Parce que sinon, marmite taco... Mais si elle l'a préparé, c'est toujours plus facile de goûter. Bien sûr. Je mets du sel? Oui. Voilà donc, là on a l'ingrédient principal, la bonite. Et ça, c'est du piment choricero, qu'on utilise pour faire le chorizo. Donc on prend la pulpe. Attention aux doigts, les doigts comme ça. Comment tu mets tes doigts? Alors à la maison, on parle basque? Toujours. Normalement, personne ne parle en castillan, en espagnol, personne. Alex a commencé à apprendre l'espagnol. À l'école. Et à l'école, tout le monde apprend le même basque. Mais après, dans chaque région, d'un village à l'autre, il y a des différences. Mais bien sûr, ça se ressemble. Les patates. Alex, mélangez. Voilà, c'est presque fini. Tu rajoutes le thon. Et on attend. Une minute. On fait le poirier? Oh, attention. Non mais il est fou ce papa. Hein? Allez, c'est bon. Onegin. Onéine. Très très bon. Bravo Manu. Le futur de la cuisine basque. Souris Alette. Bah, bravo à toi surtout parce que cette recette qui est une recette finalement familiale, assez simple et absolument délicieuse. Et puis là, on a vraiment des saveurs basques, quoi. Merci beaucoup. San Sebastián est devenue la Mecque des gastronomes. La cité basque affiche un total de 16 étoiles Michelin. C'est le plus grand nombre d'étoiles au mètre carré dans le monde. Parmi ces chefs récompensés, 2 femmes. Elena. À gauche, l'espagnole Elena Arzac. À droite, la française Hélène Darroze. La brune et la blonde. Toutes deux consacrées à tour de rôle meilleure femme chef du monde. Pour comprendre comment San Sebastián s'est imposé au royaume du goût, il suffit de monter dans ses faubourgs. Le restaurant Arzac est l'un des plus prisés d'Espagne, 3 étoiles au Michelin. Pour réserver, comptez plus de 3 mois d'attente et un budget de 200 € pour goûter la carte d'Elena Arzac. Là, on va le goûter. On va voir ce que t'en penses. Pas trop saisi, pas trop cuit. Parmi ses créations, ce concentré d'Espagne en une bouchée. Ça, c'est un apéritif à base de melon, de jambon de pays et ensuite d'huile d'olive que l'on appelle l'huile de Kalamata. La texture est spectaculaire. Je vais le goûter. Super. Sa fierté, le krill, un hors-d'œuvre inédit d'habitude réservé aux baleines. Je vais mettre un peu de verdure, des légumes de saison et la galette par-dessus. Ça, c'est une galette à base de krill. Le krill est une crevette microscopique. On l'a transformée en galette et ça donne un goût spectaculaire. Arzac est considéré comme l'un des 10 meilleurs restaurants au monde. Notre cuisine est d'identité basque, mais nous l'avons fait évoluer au goût du jour. Ça nous a pris des années. La cuisine Arzac, c'est désormais une cuisine d'auteur. À l'origine, son père, Juan Marie, une institution. C'est lui qui a contribué à la révolution culinaire du Pays basque dans les années 70, suivant le modèle de la nouvelle cuisine française. J'ai la chance qu'elle poursuive mon travail. Et j'en suis heureux. C'est une fierté pour moi. J'ai eu l'opportunité de travailler avec mon père. Comme lui a eu la chance de travailler avec sa mère, et comme elle a eu la chance de travailler avec mes arrière-grands-parents. Ça ne s'explique pas. J'aurais pu faire autre chose, mais ça a été contagieux. Son inspiration n'est pas seulement familiale. Elena Arzac puise aussi sa créativité dans les rues de la cité basque. Il y a une connexion totale. Je suis née ici, et tout ce qui a trait à la façon de manger, les produits,
Tout ceci influence ma cuisine. Si je n'étais pas née à San Sebastián, ma cuisine serait totalement différente. Mon père, c'est pareil. Pour s'approvisionner, les chefs peuvent compter sur des produits d'exception. Et voici la bonne adresse de San Sebastián, le marché de la Breccia. La Française Hélène Darroze est une des dernières chefs étoilées venues rejoindre cet Eldorado gastronomique. Ce matin, Iker, une des figures du marché, lui servira de guide. Donc voilà, ça c'est la Hilda, c'est le pincho typique d'ici de San Sebastián et du Pays Basque. C'est un pincho qui est très simple, qui a une anchois, ici du Cantabrico, avec des olives et la guindillas. La guindillas, c'est un piment vert qui se cultive ici au Pays Basque. Les petits oignons là, oh là là. Oui, oui. Après Paris et Londres, Hélène Darroze pose ses valises de recettes ici au Maria Cristina, l'hôtel de luxe de San Sebastián. Quand ils sont venus me chercher et quand je me suis dit ok on y va, et après pour l'ouverture j'ai eu vraiment le trac quoi. C'était vraiment, je me sentais un peu toute petite d'arriver dans cette ville où il y avait ces grands noms. C'est vrai qu'arriver à San Sebastián pour moi c'était très intimidant quand même. Pour près de 180 € le menu, voici quelques-unes des créations d'Hélène Darroze, sauce basque. C'est un ravioli de chipiron. J'adore ce riz. C'est un riz qui est cuit avec un bouillon de carabinero, des algues dedans. Donc c'est vraiment cette idée qu'on mange la mer, quoi. J'aime beaucoup. C'est le deuxième été qu'Hélène Darroze passe ici pour mener à la fourchette ce restaurant éphémère. La star française des fourneaux puise ici son inspiration. Aller dans San Sebastián, aller dans la vieille ville, regarder ce qui se passe dans les bars à Pinchos. C'est vraiment le pays de la gourmandise, du partage, de la fête. Et la fête, c'est toujours autour d'une table. Voilà. On comprend vite pourquoi San Sebastián vit aujourd'hui ce moment assez unique d'être peut-être la capitale de la gastronomie, tellement il y a d'étoiles, quoi. Ce n'est donc pas un hasard si deux des plus grandes chefs étoilées se retrouvent ici, dans la cité balnéaire la plus toquée du Pays Basque. C'est excellent. Salut Sophie. Hola Juanjo. Buenos días, Caïcho. Comment ça va? Bien et toi? Ça va très bien. C'est gentil de m'avoir attendu pour la pêche. Allez, monte. Vamos, capitaine? Ouais. Je m'assois là, c'est plus stable. Je suis ton petit moussaillon aujourd'hui, mais je suis très surprise de te voir tout seul à bord. Comme ça, je ne me fâche avec personne. Alors là, aujourd'hui, on va partir à la pêche au poulpe. Toi, tu t'es spécialisé là-dedans ou tu pêches d'autres espèces? Je pêche beaucoup d'espèces de poissons, mais vivre seulement de la pêche est difficile. Du coup, on s'est spécialisé dans le poulpe pour le transformer et le commercialiser. On pêche le poulpe avec des nasses dans lesquelles on met de la chair de poisson frais. Bon, tu me fais signe, si je peux t'aider, je suis là. Ça marche. Très bien. Et là, ce sont des paniers que tu as posés hier, c'est ça? Et c'est pas bon. Bon, on a des crabes, on va pouvoir faire une soupe de crabe. Ça te fait pas rire.
Toi, tu as commencé quand la pêche? Tout petit, on pêchait tous dans le port. Et si tu commences à pêcher à la canne, tu sais pêcher n'importe quel poisson. Mais aujourd'hui, les gamins sont toujours sur leur téléphone et ne peuvent pas apprendre le métier parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Regarde. T'es un petit là? Et il est trop petit. Le poids minimum est 750 grammes. D'accord. Donc tu le relâches? Bonne route. C'est un magnifique décor en tout cas. Hein. On dirait vraiment un millefeuille. Les géologues du monde entier viennent ici pour voir l'évolution de la Terre depuis des milliers d'années. Chaque couche représente une période bien précise qui date de centaines ou de milliers d'années. Un poulpe! Ah bah voilà, il est magnifique celui-là. Ah, t'as retrouvé le sourire là, hein. Il est mort. Ah oui, tu vas avec les dents carrément. Bah, heureusement que c'est pas moi qui dois faire ça. Hein. Quand tu attrapes un poulpe, il essaye de s'échapper. Et donc pour le tuer, crac, entre les deux yeux. Maintenant, il n'y a plus qu'à le préparer pour le séchage. Bon ben voilà, c'était le dernier là. C'est fini? C'est fini. Bon. Venga, Sophie. Change de cap, Sophie. À tribord. Elle est belle cette arrivée sur le port là. Hein. Et eux, ils pêchent quoi là avec ces gros bateaux? Le thon, à la canne avec des appâts vivants. Voilà la chef, ma femme. Ah oui. Hola Manuela. Bonjour, comment tu vas? Si, c'est ce qu'il a dit. Tu es toujours là, toi, Manuela, à chaque retour de pêche? Toujours, tous les jours. Il m'appelle et il me dit « J'arrive dans 5 minutes ». Je cours pour rejoindre le bateau, je prends le poisson, je le charge dans la fourgonnette et je vais le vendre. Alors, je vois que le bateau de ton mari porte ton nom. C'est vraiment pour te rendre hommage. C'est romantique. C'est beau. Très romantique. Maintenant, après cette pêche du jour, je vais te montrer le processus de séchage du poulpe. Ça te dit? Ah bah écoute, ça me plaît, c'est très bien. Je vais te présenter Ramon, un de mes amis, c'est un expert. Ramon, le spécialiste du poulpe. Hola Ramon, ¿qué tal? Bonjour Sophie. Ça va? Donc là, vous le faites macérer là-dedans? La macération se fait simplement dans l'eau que recrache le poulpe. Tu le laisses quelques jours macérer, celui-là est prêt pour le séchage. Tu l'accroches et tu l'ouvres pour que l'air circule bien. C'est un mode de conservation très ancien qui nous permet de garder la nourriture pour l'hiver. On savait qu'on avait toujours à manger. Combien de temps il faut pour qu'ils soient séchés comme ça, là, les poulpes? Ça dépend du temps. Ouais, ça dépend toujours du temps. Ça peut être très rapide, de 4 à 5 jours, ou jusqu'à 1 mois. Ramon prépare la meilleure soupe qui existe. Ça tombe bien. On va aller en préparer une. Très bien. Oula, mais t'avais déjà tout préparé, Ramon. Qu'est-ce qu'il y a dans le papier journal, là? Le poulpe que tu viens de voir, mais est complètement sec. Ah, tu le conserves dans le papier journal? Ah, ça, c'est une technique ancienne, non? Ça nous permet de le garder 2 ou 3 ans comme ça. Oui, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu à l'extérieur. Hein. Ouais. D'abord, tu coupes des petits bouts. D'accord. Bah, tu veux que je m'en occupe, si tu veux? Comme ça, tu peux continuer à m'expliquer ta recette? Manuela, tu peux couper le pain.
Ce pain est très important pour faire la soupe. C'est typique d'ici. C'est le sopaco. Il a un goût très spécial. D'accord. Maintenant, on va mettre le piment. Donne-le-moi, Sophie. Ça? Oui, chef. À vos ordres. Ça sent déjà bon. Quelle bonne odeur. On en est où? Ça cuit petit à petit. Parce qu'on a faim. Je mets un peu de piment pour donner un peu plus de couleur à la soupe. Et voilà, je rajoute le poulpe et on n'a plus qu'à attendre 10 minutes. Ça y est, c'est prêt. C'est la bonne nouvelle du jour, ça. On va se régaler. Voilà notre pêcheur. T'as vu ce qu'on a fait du poulpe? Il est là. Voilà. Bah, tu connais, toi, ça, hein? Allez, bon appétit. Dis-nous ce que tu en penses. Oh, mais ça a beaucoup de goût. Ça te plaît? C'est très très bon. Cette façon de le préparer est très originale et très bonne. Mais vraiment, muchas gracias. C'était délicieux et merci beaucoup pour votre accueil. Vraiment, merci. Merci. Merci à toi, Sophie, d'être venue nous rendre visite. À 2 heures de la côte basque, au pied des Pyrénées, se dévoile un tout autre monde. Le désert de Las Bardenas. Un sol aride, qui est le terrain de jeu de César. Guide d'expédition touristique, il est aujourd'hui en reconnaissance sur le terrain. Toute cette étendue, c'est comme ma propre terre. Avec ma famille, on a toujours vécu ici. La bergerie de mon père n'était pas très loin. Pendant des années, j'ai gardé les brebis avec lui. Finalement, c'est un peu comme mon jardin ici. La Bardenas Blanca, c'est un lieu de décor de nombreux films espagnols et américains aussi. Il y a eu des tournages comme James Bond, la série Game of Thrones et un tas de publicités. La zone blanche est la partie la plus accessible de ce désert semi-aride classé par l'UNESCO. Il y a 10 millions d'années, ces terres de gypse et d'argile étaient noyées sous un immense lac salé. Le temps, l'eau et le vent ont sculpté ces paysages. Je connais vraiment toutes les pistes du coin, beaucoup mieux que les touristes qui découvrent les premiers kilomètres et qui font demi-tour. Moi, je m'enfonce beaucoup plus loin. Je suis capable d'aller n'importe où sans jamais me perdre. Un relief abrupt, veiné de canyons et de plateaux tabulaires. Dans ce no man's land, la plaine del Caldero est une zone plus propice à l'agriculture. Salut, comment ça va? Bien? C'est le lieu de travail de Javier, le frère aîné de César. Il y a assez à manger pour le troupeau? Oui, ça va. Décidément, je préfère mon travail au tien. Et moi le mien. C'est le début de l'automne. Javier est tout juste descendu des alpages pyrénéens pour passer l'hiver avec son cheptel. Un bétail réputé pour sa viande salée. Cette graine-là, par exemple, on l'appelle recio. C'est la jeune pousse. Et l'autre, ce qui est sec là, c'est du vieux grain. C'est le meilleur pour les bêtes. C'est divin. Ça leur apporte toute la force du monde. Si Javier apprécie la beauté des grands espaces, ici les journées sont plutôt rudes. Soit tu meurs de chaud, soit tu meurs de froid. Si on a un bon printemps qui nous amène un peu de vert, alors on a gagné le gros lot. Chaque jour, il parcourt des dizaines de kilomètres à la recherche du meilleur pâturage. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On a tous nos voitures et on rentre à la maison le soir. Avant, les vieux restaient dormir ici toute la semaine, dans des petits refuges de pierre. Et c'était ça la vie des bergers. Javier fait partie des 80 bergers encore en activité dans ces steppes. Transmise de génération en génération, cette tradition pastorale tend à disparaître. Aujourd'hui, les refuges ont trouvé une nouvelle fonction. Ils sont le point de départ pour des expéditions à pied, à vélo ou à cheval.
On va descendre par le côté de la Bora, ensuite on passera par Pisquera, puis le passage du Cerf, et arrivé au ravin, on reviendra par ici. Ce matin, Nestor, guide équatorien, escorte Nicole et Christina pour une balade à la journée. Du haut de leur monture, ces deux Allemandes vont découvrir un désert aux 1000 visages. Creusés par les fortes pluies, les ravines changent constamment le paysage. Certaines crevasses donnent même naissance à de petites oasis. Derrière nous, c'est un petit lac naturel. Il est très important pour que les animaux sauvages puissent y boire, mais aussi pour les brebis des bergers et pour nos chevaux. Ce petit lac est très impressionnant. Je ne pensais pas qu'il pouvait pleuvoir autant ici. C'est très intéressant de croiser de l'eau à cet endroit. À la nuit tombée, la tradition culinaire n'échappe pas au désert. Au refuge, César retrouve son collègue Dani pour préparer las migas. D'habitude, ça se prépare avec de la viande ou du chorizo. Mais là, pour ces dames, on le cuisine de façon végétarienne. Ce pain rassis est la base des migas, le plat typique du berger. Voilà, on l'incorpore aux légumes, on sale, on ajoute de l'eau et on mélange. Alors ça se sert comme ça. Sinon, il y a trop d'air et ce n'est pas digeste. Parfait, parfait. Salut. Voilà, qu'est-ce on va avoir du mal à passer là, tous les deux. C'est moi qui ai la priorité. Et vous allez où là? Je vais labourer cette vigne avec la mule. Ah, je peux me garer et venir vous voir, ça vous gêne pas? Oui, avec plaisir. Gare-toi et viens. J'arrive. Oui, bien. Très bien. Bonjour monsieur, moi c'est Sophie. Bonjour, Miguel. Enchanté. Et votre mule, son petit nom c'est comment? Énergie. Bragade. Parce qu'elle travaille très bien. Elle est courageuse? Oui, elle a beaucoup de force. Donc en fait c'est elle qui fait le boulot, vous la regardez travailler? Oui, c'est ça. Elle est très sympa, hein. Elle me connaît pas et elle bouge pas. Si tu es gentil avec elle, elle est très affectueuse. Mais vous êtes trop jeune, Miguel, pour avoir connu le travail dans les vignes avec les mules. C'est la génération de votre papa, ça. J'ai toujours vu mon père travailler avec les mules dans les vignes. Il y avait des mules partout dans cette zone et après tout a changé. On a commencé à travailler avec des tracteurs. Mais moi, j'ai toujours eu en tête qu'il fallait continuer à soigner la terre en me mettant au service des vignerons. Et tout ça, là, tout cet équipement, ça appartenait à votre papa? Les gros lots, là, appartenaient à mon père. Le collier, les sangles aussi. Ah bah quand même, c'est un bel héritage. Miguel, je crois qu'elle n'est pas prête à travailler là, elle est en train de manger la vigne. On va lui mettre la muselière pour qu'elle arrête de grignoter. Elle prend des forces. On le dira pas aux vignerons. Non, un bouche cousue.
Arrête-toi. Recule. T'as la tête dure. Viens, Sophie. Ah, tu veux que je vienne t'aider? Oui. Ça va super vite. Aide-moi. Comme ça. Ah, c'est efficace, hein? Elle est rapide. Très efficace, hein? Et elle sent la terre. Elle sent bon, cette terre, hein? Ah ouais. Et surtout en labourant la terre comme ça, regarde comment sont les vignes. Les raisins sont beaux. Regarde cette belle couleur. Il est très bon. Il est gorgé de soleil. Salut Miguel, ça va? Salut. Voilà, qu'est-ce que Voilà, française? Oui, vous aussi? Oui, bonjour. Bonjour, Il est bon le raisin, ça va? Pardon, il est excellent le raisin. Pourquoi c'est le vôtre? Oui, c'est le mien. Ok. C'est les miens. J'ai goûté qu'un petit raisin, hein. Vraiment. Il faut goûter. Ah, il est pas mal. Mais... Ah. Il manque encore un peu de temps. La pépite est un peu verte, elle n'est pas lignifiée, elle n'est pas croustillante. En tout cas, moi je trouve ça très beau, voire même presque émouvant de voir des gens comme Miguel travailler la terre comme ça avec des méthodes traditionnelles. Oui, c'est émouvant, c'est beau. Miguel, il avait un peu la même philosophie que moi. On était tous les deux sur la même longueur d'onde, donc on s'est vite mis d'accord pour travailler de cette manière-là, de travailler en agriculture bio et de vraiment respecter ce qui fait du bon raisin, ce qui fait du bon vin par la suite. Alors je sais que Miguel a du travail, je peux rester avec toi un petit peu? Pas de problème, on va faire un petit tour. Il me reste encore cette rangée-là et celle-ci aussi. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Tu sais, Tom, moi je suis pas venue là par hasard parce que je fais un séjour gastronomique ici au Pays Basque et je me disais qu'il fallait absolument que je m'intéresse au vin de Rioja, forcément. Quand on parle de Rioja, il faut savoir que le vignoble de la Rioja s'étend sur 3 provinces espagnoles qui sont le Pays Basque avec la Lava, la Rioja qui est aussi une province, et la Navarre. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. C'est un très beau vignoble, hein, avec un vin vraiment d'excellence. On peut trouver des bouteilles qui valent très très cher. Hein. Oui. Il y a toute une nouvelle génération de vignerons, ces 20, 30 dernières années, qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont su mettre en valeur ces terroirs, ces cépages, ces raisins. Et des grandes bouteilles de Rioja sur les tables des grands chefs, ça peut se vendre jusqu'à combien? Alors, je pense que le Rioja le plus cher doit être rendu sur table autour de 400-500 €. Donc on commence à rentrer dans le cours des grands. Ah bah ça c'est sûr. Et ton vin, toi, tu le vends combien la bouteille? Moi, c'est plus modeste, mais bon, peu à peu, on espère quand même franchir les étapes. Et si tu veux, on va le goûter. Ok, avec grand plaisir. C'est moi qui vais donner un prix à la bouteille, c'est ça? On fera comme ça. Allez, après toi, je t'en prie. Oh, que c'est joli ici, avec vue sur ce charmant petit village. Il s'appelle comment? C'est San Vicente. Saint-Vincent? Saint-Vincent, le patron des vignerons. Ah bah forcément, c'est pour ça que t'as un beau vignoble, t'es protégé. Hein? Alors voilà ton vin? Voilà un de mes vins. Alors c'est un vin qui est intéressant parce que justement il est produit sur ce village et sur le village voisin d'Abalos. C'est vraiment représentatif de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors qu'est-ce qui fait la particularité d'un vin de la Rioja? C'est des assemblages de plusieurs cépages, principalement le Tempranillo qui est le cépage roi ici. Un peu de Grenache, un peu de Graciano, de Masuelo. Mais surtout, c'est des vins qui ont besoin de la barrique pour s'épanouir, pour révéler de nouveaux arômes et puis aussi pour s'assouplir en bouche, pour gagner en finesse, en élégance. C'est vraiment des vins de garde. Ce sont vraiment des vins charpentés, des vins de caractère. Allez, salut. Santé. Au détour des chais, se profile un groupe avec de drôles de montures. C'est ça, par ici. Allez, on monte. Roberto est le guide de cette escapade sur 2 roues. Originaire du Chili, il est tombé amoureux de ces paysages. J'aime mon travail. Ici, la qualité de vie est vraiment géniale. La région est réputée dans toute l'Espagne pour sa gastronomie, mais c'est surtout la qualité humaine et la gentillesse des locaux qui est exceptionnelle. Pour le week-end, Roberto fait découvrir la Rioja à des touristes de Madrid. Une région qui habite plus de 800 domaines viticoles, appelés ici les bodegas. Il a trop plu en avril, du coup beaucoup de vignerons ont perdu des quantités importantes de raisins. Quasiment 30% de la production. Il y a donc certaines zones en vendange et d'autres pas.
Allez les amis, on va déguster quelques grappes. Cherchez bien, on devrait en trouver des bien mûres. On y mange bien, on y boit bien. La vie est paisible, car on profite de l'instant présent. Le climat est bon, avec des températures douces, et puis il y a ces belles montagnes. Venir à l'automne entre les vignes, c'est vraiment spectaculaire. Les couleurs sont magiques. Salut. Allez, on remonte sur les machines. Aujourd'hui, certains domaines affichent leur puissance par une architecture impressionnante. Au cœur de ce bâtiment se cache une véritable cathédrale dédiée au vin. À la barre du navire, Roberto Vicente. Œnologue, il inspecte ses vignes avant les vendanges. Cette bodega est un lieu très spécial pour travailler. Rien que la position du site vous en met plein les yeux. Pour moi, c'est aussi un endroit particulier, car c'est la première bodega où j'ai travaillé alors que j'étais encore étudiant. Après avoir écumé tous les meilleurs domaines au monde, Roberto a choisi de revenir chez lui pour élaborer un vin à l'image de son terroir. Les caractéristiques principales de la Rioja, c'est d'abord son sol. Plutôt blanc calcaire et argileux. Un sol pauvre en nutriments qui est la combinaison idéale pour un vin de très bonne qualité. Avec une production artisanale de 50 hectares, la renommée de la maison Isios s'est aussi forgée grâce à la curiosité des touristes pour sa toiture étincelante. L'aluminium sur le toit est une métaphore voulue par l'architecte. Comme les vignes changent de couleur tout au long de l'année, le toit lui aussi change de teinte en fonction de la lumière du jour. Amaya initie ce groupe de Taïwanais aux subtilités de la production locale, élevée en fût de chêne made in France. Le vin reste en fût combien de temps? Ça dépend, mais la moyenne générale est entre 1 ou 2 ans, pas plus. Sinon, ce serait... Oui, c'est ça. Un goût de bois vraiment trop prononcé. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il est plus épicé, celui-là. Oui, et il est 2 fois plus cher. C'est assez boissé et j'aime bien. Les circuits de dégustation de vin amènent à cette bodega plus de 25 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes venant de très loin. Brésil, Thaïlande, Corée, des régions du monde qui n'arrivaient pas ici jusqu'à présent. La réputation mondiale de la Rioja est due à son vin, mais pas seulement. Des architectes de renom ont imposé leur style futuriste dans le paysage. Comme dans le village d'El Ciego, où une église du XVIe siècle tutoie une bodega signée de la main de Franck Guéry, le créateur du musée de Bilbao. Hola. Hola Iker, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je suis contente d'être chez toi. On m'a dit qu'on pouvait trouver les meilleurs légumes du Pays Basque. Une bonne partie, oui. Là, j'ai des tomates cerises de couleur. Ah, elles sont belles, tes petites tomates. Tu permets? Je peux en goûter une? Elles sont vraiment délicieuses, hein, ces tomates. Alors, quel type de tomates tu as, là, celles-ci? Elles sont belles. Des jaunes, des noirs, des rouges et des micro-tomates allongées. D'accord.
Ici, tu as aussi des mini-courgettes avec la fleur. Ces petites courgettes font de très très jolies fleurs. Hein. Oui, le matin, elles sont bien ouvertes pour que les abeilles puissent venir les polliniser. Et là, c'est une variété particulière de courgettes ou pas? Non, elle est juste récoltée petite. Tu la coupes alors qu'elle est toute petite, elle est déjà mûre? Oui, plus elle est petite, plus elle est savoureuse. Mais c'est bien le même légume. D'accord, que les grandes courgettes qu'on retrouve traditionnellement. Tiens, regarde, on va en cueillir une plus grande. Comme ça, tu peux comparer. On est bien d'accord que c'est la même variété de courgettes. Hein? Exactement la même. Entre celle-là et celle-là, il y a 2 jours. D'accord. Et tu t'es spécialisé là-dedans, toi, dans la culture des légumes miniatures? Oui, je fais des petites carottes, des petits oignons. Pourquoi tu as eu envie de faire ça, toi qui es un grand garçon? Je suis grand et je fais du petit. Dans la haute gastronomie, ils préfèrent avoir des petites courgettes que des morceaux de courgettes. C'est plus beau à voir et surtout plus délicieux. Mais on ne peut pas les conserver plus d'une journée. C'est vraiment de l'ultra frais qui va être servi à tes clients. Tu peux m'aider à en couper quelques-unes et puis tu m'accompagneras pour les livrer. Ok, je te donne un coup de main si tu veux. Ils sont magnifiques en tout cas. Hein. Et voilà, t'en as assez là, c'est bon. On va où exactement? À Bilbao, dans un superbe endroit. C'est une surprise, tu vas voir. Très bien. Elle est jolie ta maison. Ici, le paysage est vraiment magnifique. Et clairement, avoir cet endroit comme lieu de travail, c'est vraiment génial pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire tout ça alors? J'étais professeur d'auto-école. Rien à voir. C'est pour ça que tu es très prudent hein, depuis tout à l'heure sur la route. Oui, tu es en sécurité. Là, je t'emmène dans un endroit où on va ramasser de l'amarante. Tu vas voir, c'est un endroit magique. Il y a un changement de décor là. Hein. Là, tu vois l'île d'Izaro juste devant. Elle a un peu une forme de baleine. Et là, c'est le petit village de Mondaka. Et donc, c'est un super coin pour trouver les herbes que l'on cherche. Des herbes rares, alors? Oui, assez rares. Quelle plante on cherche exactement, là? De l'amarante verte. Ça ressemble à ça. Ok, donc c'est ça qu'on cherche. Toi, qu'est-ce que tu vas garder? Juste les feuilles ou toute la plante? Non, seulement les petites feuilles. Les restaurants que je livre utilisent seulement les feuilles. D'autres se servent de la graine, qui est une céréale. Il faut cueillir les feuilles de cette taille à peu près. Ouais, celles-ci, elles sont belles, ouais. Avant, les gens utilisaient beaucoup cette plante. Et comment t'es venu l'envie de remettre au goût du jour ces plantes un peu oubliées? Tout simplement parce que les restaurateurs n'en trouvaient pas en supermarché. Bon, va falloir aller vendre tout ça pour que je gagne ma vie. Exactement. Voilà, on arrive enfin à Bilbao. On peut dire que c'est une ville emblématique hein, du Pays basque espagnol. Oui, moi j'aime beaucoup parce que c'est une ville à taille humaine. On peut traverser la ville à pied d'une extrémité à l'autre. On arrive à la surprise que je t'ai promis. On se rend au monument le plus beau de tout Bilbao. C'est le musée Guggenheim. C'est là-bas que travaille le chef étoilé du restaurant Nerua au cœur du musée. Et nous allons lui livrer nos tomates et nos fleurs. On arrive au Guggenheim côté coulisses. Nous y voilà. L'araignée de Louise Bourgeois. La fameuse araignée de Louise Bourgeois, qui est impressionnante. Hein. Moi, je vois comme des écailles, un peu de poisson, non? Et toi? Oui, entre un poisson et un bateau. Hombre! Hey! Bonjour, chef. Ça va? Ça va et vous?
Sophia? Tu les as récoltés toi-même? Oui, j'ai un peu aidé. C'est une sélection parfaite. Iker a vraiment la main verte pour choisir les produits. Et quelque chose qui sort le jour même du jardin, c'est parfait. Son odeur, sa texture, son goût, c'est de là aussi que naît la cuisine locale. Je suis curieuse de savoir comment vous les cuisinez. Viens alors, viens dans la cuisine. Allez, on vous suit. D'abord, on coupe la fleur et on la met dans un sac. Vous les travaillez sous vide, ouais. Oui, avec de l'huile, pour qu'elles deviennent plus riches et plus croquantes. D'accord. Dans chacune des tomates, on va injecter une saveur aromatique avec une aiguille. Ah, c'est chirurgical cette affaire. C'est un peu le médecin des cuisines. Oui, avec ma cuisine, plus besoin d'aller chez le médecin. Et voilà. Parfait. C'est un plaisir de faire partie de ce musée avec notre art à nous, la gastronomie. Si je réussis ce défi, je viens travailler avec vous dans les cuisines, c'est ça? Voilà. C'est une véritable œuvre d'art. Alors là, chef, on retrouve la rondeur des tomates qu'il y avait dans votre assiette tout à l'heure, hein? Oui, avec l'œuvre de Kunz, on retrouve un peu la palette de couleurs. Et de l'autre côté, avec celle d'Anish Kapoor, on retrouve l'équilibre du plat avec la sauce au fond. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans vos cuisines. Merci pour votre accueil. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour tout. Tes petites fleurs et tes tomates étaient parfaites. Bonne route à vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir. On la surnomme le Harvard de la gastronomie. Le centre culinaire basque à San Sebastián est une toute nouvelle école. Ici, on enseigne la cuisine comme n'importe quelle discipline. Ces futurs diplômés seront bientôt l'élite de nos cuisines. Parmi les jeunes apprentis toqués, Maria Vasquez. Cette jeune Mexicaine a fait plus de 9000 km pour intégrer l'école. Maria est en 2e année et ce matin, c'est sa grande première en cuisine. Là, je suis en train de préparer la sauce. Là, c'est une sauce à base de jus d'agneau et de fruits rouges. Et ici, un fond de veau au miel. Avec une vingtaine de ses camarades, Maria va participer à un entraînement grandeur nature. Préparer le repas pour le restaurant de l'école. Sous la haute surveillance de sa camarade de 3e année. Et jamais très loin, un vrai chef, ici le très redouté Coté Garcia. Les élèves de 3e année jouent le rôle des seconds de cuisine ou de chef. Et les élèves de seconde année sont un peu comme les cuisiniers. Ceux qui sont responsables des recettes, qui s'occupent de la présentation des plats, qui gèrent le temps de service. C'est comme une cuisine pour de vrai, à 100%. Chaque jour, ce sont près de 80, 90, 120 personnes qui viennent déjeuner. Après la sauce, Maria doit se charger de la cuisson de la viande du jour, de l'agneau. La difficulté, c'est que pour dorer sa texture à la poêle, il faut presque y laisser son doigt. Ça brûle juste un peu. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je crois que c'est la meilleure école au monde. Ils ne prennent que 20 étudiants étrangers chaque année. Alors, il y a une forte compétition entre tous les candidats qui veulent venir. Il y en a beaucoup et il n'y a pas assez de place pour tous. Plus que 2 heures avant l'ouverture du restaurant de l'école. Un établissement qui donne l'eau à la bouche, jusque dans son architecture. Ça ressemble à une série d'assiettes empilées, comme quand on ramène de la salle à manger une pile d'assiettes en cuisine. C'est ce qui a servi d'inspiration aux architectes pour dessiner ce bâtiment. Alex Beitia est le directeur de cette école pas comme les autres. Derrière chaque porte, un atelier pratique. Là, par exemple, ils apprennent à couper les légumes.
Là-bas, la viande, et puis ici, c'est le poisson. Là, on va aller voir l'atelier pâtisserie. On va préparer un dessert suisse. Et là, vous allez vous mettre en place pour faire un gâteau basque. C'est la première école, la première université qui propose un cursus officiel qui couvre tout le champ de la gastronomie. C'est la preuve qu'on peut étudier la cuisine sur les bancs de l'école. Car ici, on élève la cuisine au rang de science. Chimie des saveurs, management de la gastronomie ou encore cette classe où s'enseigne l'histoire des grandes toques. Parmi les élèves, Émeric Florin, un Français de 24 ans en 4e et dernière année. On va assister au cours des grands chefs et certainement on va nous expliquer l'histoire, le contexte, toute l'évolution de la carrière d'un des grands chefs. Avec un peu de chance, ça sera peut-être Paul Bocuse. En fait, ce serait plutôt le mouvement que Paul Bocuse a initié dans les années 70, la nouvelle cuisine française. Les grands chefs qui ont créé cette école ont été eux aussi fortement marqués par cette révolution. Elle a libéré leur créativité, elle les a orientés vers une gastronomie plus fine, plus allégée et aussi plus accessible. N'importe quel cuisinier basque vous dira qu'il a été fortement influencé par la nouvelle cuisine et par la proximité avec la France. Les grands cuisiniers français ont été les précurseurs de ce qu'on appelle la nouvelle cuisine basque, qui est une extension géographique de la nouvelle cuisine. Dans quelques mois, Émeric fera partie des premiers diplômés de l'école. Et peut-être que lui ou l'un de ses camarades de promo sera à l'origine d'une nouvelle révolution gastronomique. Ah, franchement, si j'arrive, ouais, j'aimerais bien. Faire partir d'un nouveau mouvement culinaire, ça va être super parce que j'imagine que si tu réussis ton mouvement, peut-être après ça doit t'ouvrir une infinité de portes où tu peux continuer à développer, tu peux continuer à investir, voire même innover et faire des trucs qu'on n'imaginait même pas, quoi. Retour dans les cuisines de l'école. Maria, elle, a encore tout à prouver. Et c'est le début du cauchemar en cuisine. Avant de travailler, il faut penser. Allez, nettoyez-moi tout ça. Les gars, tout ça, ça doit être rangé. Ça n'a rien à faire ici, regardez. Le lait, il doit être rangé. Ils sont plutôt stricts, ils crient beaucoup, ils ordonnent et il faut suivre ces ordres. Ça vaut mieux pour le bien du client. Au total, Maria devra mettre en assiette plus de 38 morceaux d'agneau. Il est 14h, mission accomplie. Toute cette adrénaline fait que tu ne sens pas la fatigue jusqu'au moment où ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, tu tombes de fatigue. Mais j'adore tout ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi. Le soir, Émeric et ses camarades poursuivent leur scolarité dans les rues de San Sebastián. C'est excellent, c'est franchement... T'as vraiment le goût du steak, c'est tiède, c'est frais à la fois, à l'intérieur c'est vachement savoureux. C'est très bon, on sent bien le fumé. C'est toute une génération qui se retrouve aujourd'hui à San Sebastián et qui demain révolutionnera peut-être les palais du monde entier. Bonjour. Je vois le panneau derrière vous. Vous avez gagné un prix, champion de gâteau basque. Félicitations. Oui, merci. Oh, il est magnifique, hein. Alors là, c'est vraiment la recette traditionnelle. C'est tout fait main. Il y a le biscuit, la crème pâtissière, et dans la crème, il y a du lait, des œufs, de la farine et du sucre. Des produits classiques mais artisanaux. D'accord. Bon, en tout cas, il est délicieux, hein. Franchement, vous avez mérité votre prix, hein. Bravo. Merci. Merci à vous. À vous.
Ça va, Zigor? Ça va. Ouais. Tu as l'air stressé, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de stress. Aujourd'hui, c'est un concours très important où s'affrontent les meilleurs fromages de brebis. Et tous les regards sont tournés vers nous, les jurés. Donc oui, je suis très tendu. Ah, voilà un chef? Ouais. Lui aussi, c'est un grand chef. Ah oui? Dites-moi, chef, pourquoi c'est important pour vous de venir dans des fêtes, des foires comme ça? On attend la fête d'aujourd'hui pour se retrouver, on fait la fête toute la journée. Parce que vous savez qu'ici, vous allez trouver le meilleur fromage du Pays Basque? Non, pas des Pays Basques, c'est le meilleur fromage de l'Espagne. Ah ouais, de toute l'Espagne. Oui, de toute l'Espagne. Il y a combien de fromages qui vont être dégustés aujourd'hui? Cette année, il y a environ 60 fromages. Allez, coupe. Ah oui, c'est un fromage qui est très dense, hein? Voilà le moment le plus important. Il est pur et en même temps, il a du caractère. Bon, alors, quelles sont les qualités requises pour faire un bon fromage? Nous jugeons sur 8 paramètres. La forme, la croûte, la couleur de la pâte, les yeux. Les yeux, ce sont ces petits points dans la pâte du fromage. Ensuite, la couleur, la texture, la saveur et l'arrière-goût, la longueur en bouche. C'est quand même très précis, hein? En tout cas, bonne dégustation à vous trois, hein, parce que c'est pas facile de se refaire le palais à chaque fois, là, quand on va défiler tous ces fromages. Il y a un truc? L'astuce pour laver le palais. Croquer dans une pomme? Ok, je garde la pomme. Merci beaucoup et bonne dégustation. Hein. Merci. Il a du potentiel, celui-là. Hein. C'est tout, c'est fini. Sophie, viens voir. C'est l'heure pour les juges de se réunir. Là, ils sont en cercle pour délibérer. On n'a pas le droit d'y aller. C'est top secret. C'est top secret. Et de là sortiront les 5 meilleurs fromages. Et le vainqueur gagnera 20 000 étiquettes pour montrer que ce sont ces fromages qui ont gagné la compétition et ainsi les vendre plus facilement. Mais surtout, il y a le prestige de dire que c'est le fromage qui a gagné la compétition. F ou M. D'accord. Ok, les pronostics sont faits. Et le diplôme du meilleur fromage de la ville d'Ordizia va être décerné à José Luis Odriozola Lexlundi. Félicitations. Je te l'avais dit, le F. T'avais raison, t'as gagné, c'était le F. Qui va faire la première enchère? Qui va enchérir? Ça suit à 6700. Ils vendent le demi-fromage gagnant. 6900. 7000 €. Lui, il donne 7400 €. Les prix s'envolent là. Adjugé vendu. 1, 2, 3, vendu à 8200 €. En tout cas, merci beaucoup Zigor de m'avoir accompagné dans ces balades gourmandes ici au Pays Basque. Merci pour tout et prends bien soin de toi. De rien. Ça, c'est un petit fromage pour toi. Oh, merci beaucoup. De rien. Agour. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ces échappées belles aux petits oignons. Au menu, nous avions des pinchos, un peu de poulpe, un petit morceau de fromage, du cidre et du vin de la Rioja pour faire passer le tout. J'espère que ce voyage gourmand dans le Pays Basque espagnol vous aura plu. Ce que je retiendrai, c'est le sens de la fête inné des Basques.
les couleurs, les sourires et surtout la bonne humeur. J'étais ravie d'être votre guide. Je vous donne rendez-vous bientôt et si vous le voulez, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux ou pour revoir ces échappées belles, vous avez le replay. Allez, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Agour. Au saune.